On va démarrer. Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire, à cette conférence en ligne. Pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés, donc moi je suis Anne-Céline Durande, j'ai rejoint l'équipe d'ANAC en septembre, voilà, comme salariée pour contribuer au développement d'ANAC TNK en France. Voilà, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cet échange en ligne sur le thème 3 ans après, retour sur le terrain. Voilà, pour vous donner des nouvelles de l'association, de la fondation, des projets, des enfants, et en compagnie de Pascal et de Mireille, que je vais vous présenter dans un instant. Voilà, mais la plupart d'entre vous, quand même, les connaissez bien. Je voulais juste vous dire aussi en préambule que lors de l'Assemblée générale de décembre, vous êtes assez nombreux à nous avoir notifié que vous souhaitiez être davantage informés de l'actualité de la Fondation et des nouvelles de Manille. Donc voilà, on va régulièrement vous proposer des formats comme ça de rencontres, d'échanges pour répondre à cette demande. Et donc ce soir, on démarre avec voilà, un premier webinaire avec Mireille qui rentre de Manille. Voilà. Et juste avant de démarrer, peut-être qu'on peut se donner quelques règles. Alors peut-être, je vais vous demander de couper vos micros pour ceux qui les ont encore allumés, parce que sinon ça fait pas mal d'écho. Et puis si ça vous ennuie pas, de couper vos caméras pendant l'échange, parce que sinon ça prend du réseau et on risque d'avoir une moins bonne connexion. Voilà, on pourra remettre ça au moment des questions-réponses. On aura un temps de questions-réponses à la fin. Oui. Et puis, vous pouvez bien sûr poser C'est quoi ça? voilà, la petite bulle conversation. Vous pouvez nous poser vos questions et on répondra au fur et à mesure de l'échange. Non, mais là, c'est. Voilà, donc coupez bien. Voilà, il faut bien couper vos micros, s'il vous plaît, sinon Comment je coupe mon ouais, micro? il y a des micros allumés, je pense. Alors, il faut aller sur le petit microphone en haut à droite. Il y a une icône microphone et il faut appuyer dessus. Ça va couper le son. Ah, d'accord. Voilà. Et pour la caméra, Super. pareil. Et pour la caméra, c'est pareil. Voilà. Donc, Pascal, tu es le président de l'association TNK. On ne te présente plus. Tu es le premier volontaire puisque tu étais sur place à Manille en 98. Et Mireille, ta compagne, est aussi très liée à ANAC puisque tu es engagée et membre depuis 2001. Donc, vous avez l'habitude d'aller souvent à Manille. Et là, je crois que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pu y aller physiquement. Bonsoir à tous. Oui, on va répondre à ta question. Déjà, Ouais. on dit bonsoir à tout le monde. On est super heureux de vous accueillir ce soir à tous les deux. Je suis d'autant plus heureux de le faire avec Mireille parce que c'est évidemment toujours des projets de couple quand on fait ce genre d'engagement dans une association. Alors, comme tu disais, effectivement, nous, on y va. Enfin, moi, j'y vais tous les ans depuis que je suis rentré de Manille en 99. Je vais à Manille tous les ans pour essayer de suivre les projets. D'ailleurs, peut-être que vous le savez, mais depuis 99, je me suis mis à temps partiel chez Total, puisque je suis à 90%, et ce qui me permet d'avoir 20 jours de congé de plus, ce qui me permet donc de passer 2 semaines ou 3 semaines à Manille tous les ans sans empiéter trop sur la vie familiale. Donc, depuis 98-99, j'ai pu y aller tous les ans, parfois 2 fois par an, dans des moments un peu exceptionnels. Par exemple, la visite du pape, c'était un moment qui valait la peine que j'y aille 2 fois. Et puis, évidemment, avec le Covid qui est arrivé, mon dernier passage était en septembre 2019, pardon. Et donc, depuis 3 ans, 3 mois et 3 jours, je n'étais pas allé à Manille. Et je vous avoue que c'était très frustrant de ne pas pouvoir y aller, parce qu'on déjà on voyait que la situation était difficile là-bas. Et puis, clairement, et je pense que vous le vivez tous, quand on est loin de Manille, on a besoin de se ressourcer auprès des enfants, auprès des staffs. Et y aller, c'est vraiment une piqûre de rappel pour se remotiver quand on est dans cette fondation. Et puis les autres objectifs quand je vais à Manille, et c'est la raison pour laquelle j'essaye d'y aller tous les ans et de manière la plus fiable possible, c'est que en tant que président d'ANAC TNK, qui est lié étroitement à TNK, vous savez que c'est deux structures différentes, mais l'une aide l'autre.
eh bien, il est important que l'on aille voir les projets, que l'on les décide ensemble, que l'on réfléchisse ensemble avec Mathieu, avec Charles, Élise, avec Kat et Gloria, et qu'on définisse un petit peu quels sont les grands enjeux des années à venir, quels sont les budgets qu'on peut se permettre, et est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir de nouveaux centres, est-ce qu'on peut se permettre d'ouvrir de nouveaux programmes. Tout ça, ça se décide de manière collégiale et c'est un travail qu'on a toujours voulu faire depuis 20 ans, d'être le plus collégial possible. Donc, cette visite à Manille, au-delà du plaisir, c'est aussi une visite de travail pour travailler avec ceux qui dirigent et pour le faire de manière la plus consensuelle possible ensemble. Alors, pour ma part, j'y vais bien moins souvent que Pascal. Moi, j'y vais à peu près tous les 2 ans, pour plusieurs raisons. D'abord parce que on avait des enfants en bas âge et du coup, voilà, on ne pouvait pas les laisser trop souvent. Là, j'espère que je pourrai y aller un petit peu plus régulièrement. Maintenant, ça y est, les enfants ont grandi, donc on les a plus vraiment à charge. Là, ça faisait à peu près 5 ans, moi, que je n'y étais pas retournée. Du coup, franchement, une joie immense hein, de retourner là-bas. Et comme disait Pascal, c'est vrai que la fondation fait complètement partie de notre vie. Et du coup, c'était vraiment très important aussi que moi, j'y aille avec Pascal pour partager ça avec lui, quoi. Donc voilà, ravie d'y aller et encore plus ravie de savoir que je vais pouvoir y aller encore plus souvent. Ah ouais, super grande joie. J'insiste souvent sur l'aspect engagement de couple parce que je crois que c'est important quand on est engagé dans une association comme Anactenka, mais comme d'autres, de ne pas être en décalage par rapport à son conjoint parce qu'à un moment donné, ça s'arrête de fonctionner, quoi. J'aurais jamais pu vivre 20 ans aux côtés d'Anactenka, avoir un gros investissement sans que Mireille soit elle-même engagée à mes côtés et supporte aussi parfois mes absences, le fait que je ne sois pas là, le fait que je sois en train de bosser pour un Actenka et s'y engager elle-même, quoi. Donc, je pense que pour vous, c'est aussi quelque chose d'important de vivre ça à deux pour ceux qui sont en couple et de partager cet engagement qui nourrit aussi, d'une certaine manière, notre vie et notre couple. Ouais, c'est ça. La flamme qui nourrit la flamme. Et alors 3 ans après, c'était quoi vos premières impressions? Parce que le Covid est passé par là, comme vous l'avez dit, donc qu'est-ce qui vous a vos premières impressions en arrivant là-bas après ce temps, Alors déjà, bon, c'est sûr que c'est toujours le plaisir de retrouver les enfants, hein. J'ai mis une petite photo avec une petite fille princesse qu'on avait connue il y a 5 ans, quand Mireille était venue la dernière fois. Elle était un petit bout de chou, elle était complètement prostrée et c'était presque un petit enfant sauvage qui avait du mal à aller vers le contact humain. Et là, on l'a retrouvée, ce princesse, 5 ans après, et qui est venue nous sauter dans les bras. Donc, c'est d'abord ça, hein. La première impression, c'est une impression de joie et de partage avec les enfants. Et puis, si on reste de manière un peu plus vision globale de la fondation, c'est d'abord, on retrouve une fondation qui est très solide. Une pas de mes inquiétudes, parce qu'évidemment, j'ai été en contact avec Mani pendant toutes ces années de Covid, mais une des choses qu'on voulait se vérifier de nos propres yeux, c'était cette solidité de la fondation qui a bien passé la grande vague et le tsunami du Covid. Donc, une fondation qui est très solide parce que les fondamentaux étaient là depuis des années. Beaucoup de méthodes, beaucoup d'expertise, beaucoup d'expériences qui ont été développées depuis 20 ans, qui ont certainement servi à réaliser des prouesses pendant le Covid et à leur permettre de s'adapter. Et donc ça, c'est une des très grandes forces. Et je vois par rapport à d'autres ONG à Manille, hein, qu'on connaît, qui ont moins bien vécu à la fois le Covid ou qui vivent moins bien sur la durée, on s'aperçoit que cette solidité, elle est essentielle et elle est vraiment une marque de fabrique de la TNK. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça grandit. Évidemment, vous le voyez au cours des années, vous voyez qu'il y a des centres qui s'ouvrent, des programmes qui s'ouvrent, ainsi de suite. Donc ça, c'est bien parce que ça répond à un besoin de la fondation et du terrain surtout. Mais malgré que ça grandisse, c'est resté familial. Et ça, pour nous, et je me rappelle avec Mathieu au démarrage en 98, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'on garde cet ADN familial, qui est très très important et que malgré le nombre imposant d'enfants qui sont dans les centres et malgré le nombre de centres imposants qui est de plus en plus étendu, eh bien l'atmosphère familiale reste toujours essentielle et l'ADN de la fondation. Chaque enfant est unique, chaque enfant est géré comme notre propre enfant. Et ce qui se traduit in fine, c'est aussi la première impression qu'on a et l'impression qui saute aux yeux de toutes les personnes qui ont la chance d'aller à Manille, c'est que c'est le bonheur, quoi. Le bonheur et la joie que l'on voit dans les centres. Ça n'empêche pas de savoir qu'il y a des souffrances derrière, mais ce bonheur que l'on voit dans les centres et qui est quand même merveilleux et on se prend une bouffée d'air et une bouffée de. C'est vraiment comme
pas dire un shoot, hein, mais c'est quand même un shoot de Mm. bonheur de retrouver tous ces enfants et dans les centres. Donc solidité, bonheur et puis familial. Et ça, c'est quelque chose qui dure. Et pour moi, c'est très, très important en tant que président. Et avec Mathieu, on est bien complètement aligné là-dessus, sur cette tonalité qui ne doit jamais se démordre. Moi, Et oui, pardon, je peux vas-y juste Mireille. rajouter, peut-être, à chaque fois qu'on y va, on se sent très, très accueilli, en fait, mais vraiment accueilli. Que ce soit, bien sûr, les enfants sont heureux de nous voir en tant que visiteurs, mais le staff, moi, je pense bien au staff aussi qui est ravi aussi de voir qu'il y a un suivi, en fait, qu'on était là il y a 3 ans, qu'on est là depuis 20 ans, et ils aiment nous faire partager aussi leur métier, comment leur métier évolue parce qu'ils ont des résultats quand même, c'est formidable hein, ce que fait cette équipe-là. Donc ça aussi, je trouve que c'est toujours très, très marquant. Après, bien sûr, on est bien accueillis par nos amis là-bas, mais il ne manquerait plus que ça. Et vous parliez de ce grand bonheur de se retrouver en famille. J'imagine que c'était encore plus fort pendant ce temps de Noël parce que vous étiez là-bas à ce moment-là, ce qui doit être quand même un peu particulier de fêter Noël à la Fondation. Alors c'est vrai que Noël, je n'y suis pas finalement pas allé si souvent que ça. Je me rappelais du Noël en 98 et du premier temps à cette époque. Je crois que j'en ai fait un ou deux autres, notamment il y a une dizaine d'années à la ferme avec Charles et Lise. C'était leur premier Noël, j'allais dire à Manille, non, c'était en campagne. Et donc c'était un des moments aussi très partagés de cette période particulière. Il faut voir à Manille qu'il y a des jalons importants dans la vie de la Fondation et qui sont structurants aussi pour les enfants. Vous savez que les enfants, une des difficultés, c'est de les restructurer d'une certaine manière et de les remettre dans un contexte avec des repères. Et les jalons de la Fondation sont de plusieurs ordres dans l'aspect temporel. Il y a la Foundation Day, par exemple, qui a lieu tous les 15 août. Avant, il y a le camp d'été, un énorme grand jalon. Et puis la période de Noël est aussi un gros moment jalon de la Fondation qui est très attendu par les enfants, tout comme les cérémonies des diplômes que l'on a au mois de mai, quoi. Alors cette période de Noël, c'est aussi un rituel. Et pour ceux qui ont vécu à Manille, s'il y a des anciens volontaires qui sont autour, c'est un rituel qui est assez impressionnant parce que on dirait que c'est un chef d'orchestre qui a organisé la journée. Alors c'est de plus en plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de centres maintenant. Et donc le jour de Noël, le jour du 25 décembre, on fait la tournée des centres avec la camionnette et on va dans chaque centre un par un. Alors parfois les centres sont côte à côte, donc ils se réunissent pour en faire deux en même temps, deux pour le prix d'un. Et dans chaque centre, on défile avec tous les volontaires, avec une grande partie du personnel. D'ailleurs, certains personnels qui viennent avec leurs enfants, qui amènent leurs enfants au centre pour partager ce moment de partage avec les autres enfants. Et puis, donc, on va à chaque fois dans ces centres. Et puis, il y a le même rituel dans chaque centre qui est, de faire un petit message d'ouverture. Alors, il y a souvent Mathieu qui donne un petit message, la center coordinateur qui donne un petit message, à Teglo parfois. Et puis après, il y a un petit spectacle donc, qui ne dure pas trop longtemps, mais 5-6 minutes ou 5-10 minutes des enfants qui ont préparé ça pendant les premiers jours de vacances. Et puis après, il y a la distribution des cadeaux. Donc chaque cadeau est distribué un par un et tout le monde attend bien sagement pour avoir son cadeau. Et c'est un vrai bonheur finalement de voir tous ces petits bouts de chou ou les grands qui sont là, qui attendent avec impatience ce moment festif. Et puis on y passe 3/4 d'heure, 1 heure, et après on bascule, on remonte dans la camionnette et on repart sur l'autre centre et ainsi de suite. La difficulté pour les gens comme nous qui adressent cette journée, c'est qu'en plus, il y a la nourriture, parce qu'ils ont mis les petits plats dans les grands, et donc il y a tout un buffet où il y a plein de nourriture à manger. Et bien sûr, il faut faire honneur à tous les centres, et donc dans chaque centre, il faut manger un petit peu. Donc, il faut essayer de bien gérer son estomac pour pouvoir tenir toute la journée. Et ça, c'est la petite anecdote. Alors, je vais peut-être rajouter juste 2 choses. Moi, ce qui m'a vraiment impressionnée, c'est parce que, bien que je connaisse bien la fondation et tout ça, je n'avais pas touché ce sujet-là. C'est qu'en fait, chaque enfant a un cadeau, mais ce cadeau-là, il a été réfléchi avec le staff. L'enfant a fait un peu sa lettre au Père Noël, hein, comme en France. Et donc, l'enfant reçoit vraiment quelque chose dont il avait envie.
Et moi, j'avais pas du tout ça en tête. Je pensais que c'était des cadeaux, voilà, un peu les mêmes pour tout le monde, etc. Pas du tout. C'est vraiment, mais comme dans nos familles, hein, les cadeaux sont vraiment personnalisés en fonction du souhait, de l'envie ou du besoin de l'enfant. Et je trouvais ça vraiment formidable et c'est d'autant plus touchant. Et du coup, c'est encore plus familial qu'on pouvait l'imaginer. Et je voudrais juste rajouter une chose. En fait, on est arrivé le 24 avec Pascal, le 24 décembre. Donc, le soir, il y avait la messe. Donc, à peine arrivé, on est rentré dans une petite camionnette avec la nurserie. Donc, avec plein de petits-enfants qui étaient hyper excités de sortir de la nurserie, d'aller se promener en ville pour aller jusqu'à l'église. Et c'était un moment incroyable. Là, on a oublié notre fatigue, on a oublié nos 20 heures de transport parce que les enfants étaient heureux, parce que dès qu'ils rentrent dans une église, ben, ils se taisent, ils sont respectueux. Voilà, c'était vraiment un moment, j'ai trouvé magique et qui nous mettait d'emblée voilà, dans l'histoire de Noël à Manille, quoi. On imagine aussi que c'est un moment voilà, d'autant plus sensible pour ces enfants que c'est une fête très familiale et pour eux tous qui portent ces blessures si profondes dans leurs histoires, c'est aussi un moment qui est très délicat. Donc c'est très beau de voir comment les équipes l'accompagnent comme ça avec tellement de délicatesse pour chacun. Tu disais, Pascal, que vous disiez que c'était les vacances là-bas. Comment ça se passe alors les vacances pour les enfants? C'est quoi le Alors programme? effectivement, oui, c'est une période de vacances. Alors je ne sais plus si c'est 2 ou 3 semaines de vacances ou un peu plus, parce que c'est une belle période aussi au niveau climat, parce qu'il fait un peu moins chaud, donc c'est plutôt agréable. Donc c'est un bon moment de vacances. Mais qui dit vacances pense souvent à l'aspect familial et qui dit Noël pense souvent à la famille. Donc évidemment, il y a le côté heureux de Noël, mais il y a le côté aussi de se dire, je ne suis pas dans ma famille originelle, hein. Ça, c'est un vrai sujet. Mathieu en parle souvent, hein. Il y a beaucoup de tristesse aussi, des moments de pleurs, des moments où les enfants se rendent compte effectivement qu'ils n'ont pas leurs parents, qu'ils ne sont pas à côté. Mais c'est aussi des moments où justement, pendant ces vacances, il peut y avoir des visites de famille. Donc, soit que les enfants vont aller passer une journée ou parfois une semaine dans leur famille. Donc, tout ça, ça a été préparé en amont par les assistantes sociales, hein, vérifier que c'était possible de faire ce retour et ce lien de nouveau avec les familles. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, quelques-uns ont cette chance-là. D'autres, c'est plutôt les familles qui vont venir voir les enfants dans le centre parce qu'on a considéré que ce n'était pas forcément bien que les enfants aillent dans la famille. Mais donc, tout ça est évalué un par un, j'ai envie de dire. Comme on le disait tout à l'heure, chaque enfant est unique. Et puis, il y a tous ceux qui, justement, n'ont ni cette chance de recevoir leur famille, ni cette chance d'y aller. Et donc, pour cela, et Mathieu, on en discutait avec Charles-Élise et Mathieu, pour cela, il est important qu'ils vivent des belles vacances quand même. Et donc, même s'ils ne partent pas en camp d'été cette fois-ci, ils organisent énormément d'activités. Donc, il y a les Sport Day, les journées sportives. Et pendant qu'on y était, il y a eu 3, 4 jours avec plein d'activités sur le basketball court qui est en haut de la fondation, où il y avait 150, 200, 250 gamins réunis. En général, c'est les grands avec le staff qui organisent les activités, les jeux. Et pendant 3 jours, ils vont faire plein d'activités matin, après-midi. Et puis le dernier jour, ils ont évidemment les remises de prix et tout ça. Donc, autant on fait attention à chaque enfant sur l'aspect familial et liens, mais on fait attention aussi aux autres enfants pour vérifier qu'ils ne soient pas laissés pour compte, qu'ils sortent de ces vacances avec un très bon souvenir, un beau moment d'émotion partagé avec les uns et les autres. Et puis l'autre point qui est très important, vous le savez, hein, qu'il y a des centres garçons et des centres filles, donc ils ne sont pas ensemble, notamment les fratries, hein, les frères et sœurs ne sont pas ensemble. Ces moments de fête où il reste 2, 3 jours à faire des jeux, c'est le moment où ils se retrouvent avec leurs frères, avec leurs sœurs. Et je vous avoue que c'est toujours très touchant de les voir très proches les uns de l'autre, en train de se câliner, en train de se serrer. C'est vraiment chou et ça fait plaisir parce que ça fait partie de la famille et de la reconstruction de chacun des enfants. Et là aussi, on On voit peut, le professionnalisme du staff. On a vu hein, des enfants très tristes. Et en fait, c'est un petit peu, vous savez, comme les rentrées en maternelle. S'il y a un enfant qui pleure, tout le monde se met à pleurer. Et là, on voyait bien que le staff, ils sont excellents en fait pour gérer ça. Donc, il va prendre, bien sûr, il va s'occuper de l'enfant qui va pas bien, mais il va aussi être dans la joie avec les enfants qui, eux, vont bien, n'ont pas ce petit coup de cafard, n'ont pas voilà, cette nostalgie hein, qui est tout à fait légitime, bien sûr. Et je pense que ça doit être compliqué à faire parce que
Parce qu'on a vite fait de s'attrouper autour de l'enfant qui pleure, hein, parce que ça nous fend le cœur et que c'est instinctif. Et ça, je trouve qu'il le gère aussi très très bien. Et pour le coup, il faut être professionnel pour faire ça, parce qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans l'émotion, en fait. Et vous disiez que donc la fondation grandit, on voit que toujours comme une belle famille avec voilà, une attention vraiment portée à chaque enfant, mais la fondation continue à bien grandir. Et comment ça se traduit? Alors, ça se traduit de manière très concrète, hein, j'ai envie de dire, avec des nouveaux centres qui se sont ouverts. Alors, pour ceux qui suivent quand même d'assez près la vie de la Fondation, vous avez vu notamment que ça faisait 3 ans qu'on attendait l'ouverture de Sambakita, le centre d'enfants des rues handicapés filles, parce que le premier centre était complètement rempli. Et donc, on avait acheté cette maison en 99, même un petit peu avant. Et il y avait des travaux à faire, et puis il y a eu le Covid. Donc, on n'a pas pu faire les travaux parce que bah, c'était impossible. Donc, elles sont restées un petit peu groupées et serrées dans le centre. Et puis, au fur et à mesure, dès qu'on a pu avoir les ouvertures pour faire les travaux, mais on a réussi à faire à la fois la remise en état de la maison et puis le transfert des jeunes filles. D'ailleurs, maison qui est très, très bien et qu'on a visité. Donc, ça, Sambakita, c'est un des premiers centres qui a été réouvert. Ensuite, bah, l'effet Covid un petit peu aussi. D'habitude, on n'ouvre pas forcément un centre tous les ans, mais là, on a ouvert 2 centres résidentiels pour les enfants des rues, garçons et filles, pour la simple et bonne raison que pendant 3 ans, on n'avait pas pu en ouvrir. Donc, évidemment, on avait continué à faire le travail des rues. Donc, bah, le nombre d'enfants, les centres d'accueil avaient augmenté. On avait fait des transferts dans des centres de vie, des foyers de vie, mais on est arrivé au taquet pour les remplir parce qu'on ne veut jamais dépasser plus de 20, 22, 23 enfants, toujours pour cet aspect vie familiale, vie individuelle. Et là, on était vraiment arrivé au moment où il fallait faire l'ouverture de 2 centres. Donc, on a ouvert un centre résidentiel pour les filles numéro 6 et pour les garçons numéro 7. Et puis, côté bidonville, on a aussi ouvert un nouveau centre à Catmon, une zone où on est depuis plus de 25 ans, hein. Et ce nouveau centre répond aussi à un besoin très fort, puisqu'on a découvert une nouvelle zone avec une nouvelle zone de décharge d'ordures, toujours aussi impressionnantes les unes que les autres. Et donc, on a ouvert un centre à Catmon également. Donc, vous voyez, réponse aux besoins, effet Covid qui a amplifié le fait qu'on ait ouvert 3-4 centres la même année. Donc, ce ne sera pas le cas tous les ans. Mais évidemment, le but est toujours de répondre le plus possible aux besoins et d'être toujours dans une stabilité malgré tout de la fondation. Et je peux vous assurer que tous les centres qu'on a vus sont câblés comme les anciens, ça marche de la même manière et ça, c'est quand même la belle chose à voir malgré l'agrandissement. Alors justement, tu dis que on ouvre des maisons. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez? Ça veut dire que vous louez? Alors ça, c'est un vrai sujet hein, qu'on discute beaucoup en conseil d'administration. Quand je vous disais que quand je vais à Manille, c'est aussi pour qu'on prenne ensemble les décisions de manière collégiale, pour savoir bah, qu'est-ce qu'on peut se permettre financièrement, parce que bah, c'est nous qui avons encore une vision des plus grosses finances. La France reste le plus gros bailleur de fonds de TNK, hein. Alors, à Manille, on récolte aussi des fonds, les branches internationales récoltent des fonds, mais on peut dire que même la France est le plus gros bailleur de fonds. Donc, évidemment, quand on doit acheter une maison, par exemple, on essaye toujours de vérifier qu'on a bien les fonds et que ça ne va pas empêcher de payer l'argent pour faire tourner les autres centres. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que effectivement, on a cette chance que depuis à peu près 2011, on a commencé à acheter l'ensemble de nos maisons. Avant, on n'avait pas les moyens, donc on a eu cette chance de pouvoir aller avoir les moyens depuis 2011 et on n'a plus aucune maison qui sont louées. Donc on achète. On achète pourquoi? Parce que déjà, louer, mais ça, Mathieu l'a souvent répété, louer, c'est compliqué. Vous imaginez, vous louez votre maison, vous dites il y a 25 gamins qui vont vivre dans la maison, vous dites oh là, comment je vais retrouver la maison? Donc c'est quand même pas idéal de trouver des locataires, des propriétaires qui acceptent de louer une maison, ça c'est la première chose. Et puis surtout, quand on loue une maison, ben, on ne peut pas faire les travaux qu'on veut. Et vous savez que l'aspect transparence est très très important. Donc avec l'achat des maisons, on peut se permettre de faire tous les travaux qu'on veut et toutes les maisons sont câblées de la même manière, de façon à avoir le maximum de transparence possible. On ne met jamais sous le tapis le sujet de la pédophilie, hein, des abus. Ça existe. Le risque pourrait exister dans nos centres. Et donc, nous, on fait de la prévention en faisant en sorte que chaque lieu dans la maison
est toujours accessible de manière visuelle. C'est-à-dire, à aucun moment, un adulte peut se retrouver seul avec un enfant. Et donc ça, c'est possible parce qu'on achète les maisons. Et l'autre point qui est important, c'est que parfois même on achète un petit peu à l'avance des maisons, parce qu'on se trouve dans un quartier à Manille qui, il y a encore 20 ans, était très populaire, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il est devenu presque middle class. Enfin, ça dépend des rues, hein, mais ça devient presque middle class. Et donc, ça devient de plus en plus cher. D'autant plus qu'il y a un nouveau métro qui va arriver très près de ce quartier-là, à Quezon Circle. Donc, les prix sont en train de flamber. Donc, bah, dès qu'on peut, dès qu'on a une opportunité, parce que ça devient de plus en plus compliqué à trouver et à trouver à bon prix, donc dès qu'on a une opportunité, on essaye d'acheter une maison pour anticiper le besoin qu'on aura d'ouvrir un centre l'année suivante. Donc, le sujet maison est un sujet important qu'on traite avec beaucoup d'attention entre ANAC TNK et TNK et qu'on essaye d'anticiper avec beaucoup de prévention pour ce besoin. Et c'est vrai que du coup, quand on est propriétaire, hein, quand la fondation est propriétaire des maisons, on peut faire des travaux aussi d'embellissement, j'ai envie de dire. La décoration, elle est super mignonne, c'est très, très coloré. Tu m'enlèves toujours les notes. Il y a toujours un petit extérieur aussi qui est très sympa. C'est pas juste un arbre, hein, il y a vraiment des petites fleurs, etc. Et puis c'est important pour les enfants et pour le staff. Voilà, les dortoirs, alors bien sûr, hein, c'est plein de petits lits qui sont alignés, mais c'est très propre. Là aussi, ils choisissent toujours des couleurs, voilà, qui donnent envie, quoi, hein. Et je pense que si on était en location, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aménager, voilà, sans faire tomber une cloison, etc. Sinon, le propriétaire va pas être content. Donc, ouais, je pense que voilà, ça permet aussi d'embellir le lieu. Alors, on voit bien, vous disiez à la fois que l'importance et tout le soin qui est mis par les équipes pour qu'Anak reste vraiment une famille. Et puis en même temps, voilà, les besoins qui augmentent parce qu'il y a plus d'enfants. Enfin, voilà, il y a toujours plus d'enfants qu'on a envie de faire rentrer à la fondation. Comment on tient les deux là? Est-ce que ça reste gérable humainement d'être aussi nombreux et en même temps de rester vraiment une famille et d'être à taille humaine? Je crois que tu utilises le bon terme en disant gérable humainement, parce que je pense que toute la clé du succès, elle est là-dedans, quoi. On voit bien que c'est la qualité du staff, la qualité humaine, c'est vrai dans nos entreprises d'ailleurs, à mon sens, hein, mais c'est ça qui fait tenir la boutique et qui fait que tu donnes une âme à cette association et que tu lui donnes surtout un fil conducteur et une qualité. Alors aujourd'hui, on est à 220 employés, hein. On avait une conf call avec Mani mardi et ils nous ont redit. Donc, ils nous disaient justement qu'ils ont stabilisé une bonne partie du staff, des employés. Alors, stabilisé, ils ont toujours devant la fondation une affiche on recherche des social workers. Donc, ça, le sujet social worker, ça reste un éternel serpent de mer parce que bah, les social workers, donc les assistantes sociales, ont beaucoup de mal à se stabiliser parce qu'elles ont des offres dans des administrations qui sont souvent mieux payées et qui sont souvent moins difficiles à faire. Donc, c'est une très bonne école d'apprentissage. Donc, même le ministère des Affaires sociales nous disent c'est une assistante sociale qui est passée chez TNK, ben, en général, elle est bien formée. Donc, c'est une super école d'apprentissage. Mais on a parfois du mal à faire de la rétention et garder nos personnels. Bon, ça, c'est un sujet, on essaye de le travailler avec, pour regarder des aspects salaires. Donc, en permanence, il y a des réflexions sur les salaires. Il y a d'autres 2 ans, on a refait la grille pyramidale des salaires pour être mieux calé par rapport aux salaires qui se trouvent à l'extérieur. On regarde mieux les bonus aussi, comment mieux retenir les bons éléments, ainsi de suite. Mais on peut dire quand même globalement, moi qui ai connu les tout débuts où il y avait un turnover mais extraordinaire, que globalement ça s'est très bien stabilisé quand même. Donc ça c'est le bon point. On n'oublie pas non plus les bénévoles dans les bidonvilles, hein, vous savez, les community workers dont vous avez souvent entendu parler, qui sont dans les bidonvilles et qui font un travail extraordinaire. Donc ceux-ci ne sont pas des employés, mais reçoivent une indemnité. Mais ça aussi, c'est à gérer et on a une grosse qualité de tous ces bénévoles. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on s'est aussi gréé parce que quand on dirige c'est une PME hein, de 220 employés, eh bien, il a fallu se gréer aussi en structure de ressources humaines. Donc, on n'a pas lésiné non plus sur cet aspect-là. Et je crois que ça, c'était aussi un grand pas en avant de bien se structurer en ressources humaines. Alors, on pourrait dire peut-être qu'il y en a trop, mais il n'y en a jamais trop quand c'est bien utilisé. Et il y a un bon nombre de personnels qui gèrent justement cet ensemble d'employés.
Et puis, il y a un petit point qui est intéressant parce que je n'avais pas ce chiffre en tête et c'était bien quand je suis allé. Sur les 220, il y a 117 personnes qui sont des house parents, vous savez, les mamans des centres. C'est énorme en fait, mais c'est énorme parce qu'en fait, bah, la maman, c'est le centre de la famille. Et que en fait, on s'est aperçu que la maman, bah, c'est elle qui apportait parfois plus que l'assistante sociale parce qu'elle vit encore plus avec les enfants. Et donc, elle a tous les rôles, la maman. Vous savez bien ça hein, dans vos familles. Hein. J'en ai une à côté de moi, donc je sais bien que les mamans ont tous les rôles. Donc, la house parent, c'est quand même le pilier fondamental de la famille. La house parent qui peut être d'ailleurs un garçon. Hein. Et je trouvais ça intéressant d'avoir ce chiffre qui montre à quel point ben, ce côté familial structurant de chaque centre, porté quelque part avec cette house parent, est un peu un symbole de ce qui se fait dans la fondation. Et puis, bah, quand on parle d'investissement long terme sur certains employés qui commencent à être des anciens hein, dans la maison, ben, on ne peut pas oublier AT Gloria, hein, AT Gloria qui était là quand je suis arrivé en 98. Hein. Donc, on est les deux plus anciens avec AT Glo, donc on se marre avec nos cheveux blancs quand on est là-bas. Et après, il y a Terina qui est dans les Binovilles. Et Gloria, bah, qui est aussi une figure emblématique de la fondation, qui commence à penser à la retraite. Elle pourrait la prendre l'année prochaine ou cette année en fin d'année. Donc on verra si elle la prendra ou pas. On a préparé la succession si elle devait partir. Mais c'est vrai que elle est un peu le symbole de cette durée, de ce lien entre les jeunes, entre les plus anciens. Et puis, on souligne aussi le travail exceptionnel réalisé par Mathieu et aussi par Charles, hein, qui gère aussi cette partie ressources humaines et qui fait que il y a ce ciment de vie collective. Et Mireille l'a bien dit tout à l'heure, l'investissement des employés est fort. Et quand on les voyait venir à Noël avec leurs propres gamins, je me dis, ça c'est sympa. C'est que, alors, il faut toujours faire le partage entre la vie privée et la vie professionnelle, mais quelque part, ils font partie de la famille et leurs propres enfants peuvent venir à la fondation pour les fêtes. Et ça, je trouve que c'est un très, très beau symbole. Et tu parlais de toutes ces belles figures d'engagement et on sait l'amitié qui vous lie avec l'abbé Mathieu et avec Charles et Élise. Et voilà, on imagine que vous avez pu passer plein de moments avec eux, donc on a envie de vous demander comment ils vont. Alors, tiens, on va s'écarter un petit peu pour montrer la photo là. Ah, Ils super. vont très bien. Ils vont très bien. Ça fait, bon, nous, c'est toujours un bonheur d'y aller hein, parce que c'est au-delà de la fondation, ce sont nos amis. Hein, pour moi, c'est mes amis les plus proches. Hein, et Mathieu, depuis 25 ans qu'on se connaît. Donc, on va aussi à la fondation pour y rencontrer nos amis et passer des bons temps avec nos amis. On en profite, je ne vous le cache pas, pour faire beaucoup de bonne bouffe. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on a trouvé un site qui fait de la livraison de nourriture française, italienne, internationale, directement à la fondation. Donc, de temps en temps, tous les trimestres, je leur envoie un petit package avec plein de bons ingrédients. Donc, on avait prévu ça et on a pu se faire des très bonnes bouffes et quelques bonnes bouteilles. Donc, beaucoup de moments de partage parce que ces moments de repas qui paraissent un peu classiques, pas insignifiants, parce que c'est des moments d'amitié, c'est aussi des moments d'échange. Donc, pour rentrer un peu plus dans ce qu'ils vivent, dans comment ils le ressentent. Et pour nous, c'est important de ressentir ce qu'ils vivent là-bas. Quand on est en France, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Manille, on ne peut pas se rendre compte de ce que vivent Charles, Élise, Mathieu. Et quand on va là-bas et qu'on s'en rend compte, on apprécie différemment la fondation et on raisonne différemment pour la gestion de la fondation. Et donc, on prend de plein fouet justement ce côté investissement qui est un sacerdoce. Hein. Bon, pour Mathieu, c'est clair, un sacerdoce. Pour Charles et Élise, c'est évident. Ils sont tous les deux un exemple exceptionnel et c'est pour ça que je leur dis qu'il faut qu'ils fassent des conférences, tout ça, parce qu'ils sont un exemple exceptionnel de couple merveilleux, hein, avec une complicité, avec une espièglerie et puis un engagement. Et donc, ça, c'est super et on était très, très heureux de les retrouver parce qu'ils sont en pleine forme. Charles Élise, Mathieu, après sa période où il avait eu la tuberculose, où on avait tous été un peu inquiets il y a 4 ans, il est en pleine forme et donc c'est la grande joie. Et pour nous, c'est là aussi, c'est un bon petit shoot de bonheur quand on les retrouve comme ça, quoi. Alors, c'est quand même un peu fatigant d'avoir de si bons amis là-bas, parce que les soirées sont interminables, on n'arrive jamais à se quitter et ça finit souvent après 2 heures du matin quand même. Donc, non, c'est juste fabuleux et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal ouais, à se quitter en fait, et donc c'est plutôt bon signe. Et, Ouais, ouais, ça voilà, et doit c'est être vrai qu'ils aussi vont pour eux bien. ça doit être aussi pour eux un moment de ressourcement très important, bien sûr. Ouais, On je imagine bien, pense, Oui, ouais. ouais. parce que
Bien sûr, on parle beaucoup de la fondation, mais on parle aussi de plein d'autres sujets, en fait. Et eux, ils sont tellement à 100% dans la fondation que je pense aussi que ça leur fait un petit peu de bien ben voilà, on parle de nos boulots, de la famille, de ce qui se passe en France, on rigole. Et voilà, je pense que ça leur fait, voilà, ça leur fait un petit peu de bien. Ils n'ont pas oublié que les Français étaient très râleurs, etc. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Il faut qu'on leur rappelle quand même, parce que sinon le choc va être. Et autour d'eux, on sait qu'il y a une équipe voilà, de volontaires qui a peut-être été un peu mise à mal pendant la période Covid. Alors, est-ce que là, maintenant, ils sont à nouveau au complet? Ouais, alors ça a été un des grands enjeux des dernières années, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec le Covid, effectivement, il y a plein de volontaires qui n'ont pas pu revenir, enfin, pas pu venir du tout. Donc, évidemment, pour Charles, Élise et Mathieu, ça veut dire qu'ils ont pris d'autres postes. Et il faut leur tirer le chapeau. Enfin, j'ai souvent fait, hein, d'ailleurs, leur tirer le chapeau pendant ces 3 années de Covid parce qu'ils ont été acheteurs, ils ont été comptables, ils ont tout fait. Il faut toujours voir un mal pour un bien, parce que le fait qu'ils aient fait ça, qu'ils aient repris les postes des volontaires, ça leur a permis aussi d'avoir cette expertise qui nous permet dans le futur de dire, bah, de nouveau, si on a un problème, on sait qu'on sait faire. Ça nous a permis aussi de former des Philippins et des employés philippins à certains postes. Sur la comptabilité, il y a une partie de la comptabilité, en tout cas du back-office, de rentrée de données, de suivi, qui est maintenant prise en charge par une des employés. Et ça, c'est important aussi. On est toujours dans cette démarche de philippinisation. Mais on est quand même content d'avoir accueilli maintenant un staff complet. Donc, on a 6 volontaires. On a Marie et Pierre. Donc, on les appelle les Curie. Donc, Marie et Pierre Curie, mais ce n'est pas leur vrai nom de famille. Et ils sont une comptable et un qui est sur l'informatique, parce que vous imaginez que l'informatique et le digital prend quand même une grande place dans la fondation et qu'il y a toujours des réparations à faire. Ils sont adorables tous les deux. De toute façon, les 6 sont Oui, oui, adorables, oui, donc oui. c'est un bonheur. Ensuite, on a un autre couple facile à retenir comme prénom, puisqu'ils nous ont simplifié la vie, c'est Gaëtan et Gaëtane. Donc l'une est infirmière et l'autre est aux achats de tous les produits secs, donc le riz, les choses comme ça. Adorable aussi. Et puis un autre couple de volontaires qui, eux, sont maintenant les anciens, c'est Tiffaine et Timothée. Donc Tiffaine s'occupe de la communication avec Élise, c'est peut-être celle que vous connaissez le plus d'ailleurs, et Timothée qui s'occupe des achats, mais la partie frais, poisson, poulet, et ainsi de suite. Et puis, il y a le petit dernier, là, Raphaël, qui est né de Tiffaine et Timothée, qui est né début décembre, fin novembre, début décembre. Donc, au moment où on faisait un grand concert à Manille, Tiffaine est partie c'est une histoire extraordinaire parce que Tiffaine est partie à la clinique pour accoucher. La voiture, aucun taxi parce que c'était week-end et tout ça, impossible de trouver un taxi. Donc c'est Charles qui a dû revenir prendre sa voiture qui elle-même était en panne, donc il a dû réparer en cours de route. Donc c'est le scénario catastrophe. Presque elle allait accoucher dans la Oui, voiture oui, puisqu'elle a accouché 1 heure après être arrivée à la clinique. Mais tout s'est bien passé. Vous voyez le petit Raphaël qui est trop mignon. Ça se passe très bien. Et c'est vrai que j'en discutais avec Guillaume de Beauville d'Enfants du Mékong la semaine dernière. Je dis, c'est un bel exemple de volontaires qui leur vie de couple avec un enfant et tout bien. Même à Manille, et ce petit, ce sera peut-être un de nos futurs volontaires. Donc, en tout cas, on était très, très heureux de découvrir ce petit Raphaël. Et puis, je voudrais rajouter ce que je n'ai pas dit au tout début. Un de mes objectifs quand je viens à la fondation tous les ans, c'est aussi pour que je connaisse tous les volontaires et que d'une certaine manière, tous les volontaires me connaissent. Parce que vous savez qu'un des grands enjeux, c'est le retour des volontaires en France et que cet enjeu-là, ça doit se travailler. Et donc, il faut essayer au maximum de faire du lien parce que notre association, elle dit que par le lien humain, hein, on le sait bien. Moi, je n'aurais pas tenu 25 ans s'il n'y avait pas que des amis là autour de l'écran. Hein. Donc, clairement. Et donc, ce lien humain, il est très, très important pour préparer le retour des volontaires en France et d'essayer qu'ils se réinvestissent à nos côtés depuis la France. Donc, c'est aussi une des raisons de mes voyages réguliers à Manille pour ne pas rater un batch de volontaires, mais toujours en contact avec eux, quelle que soit la génération qui passe. Alors maintenant, ça pourrait être tous nos enfants. Hein, Mireille et moi, on pourrait être le papa de tous les volontaires qui arrivent. Donc c'est sympa de voir ces jeunes qui sont pleins de ressources et avec un très très bel état d'esprit. Et ça, c'est top, quoi. Donc ça se fait vraiment plaisir.
Ouais, un beau. C'est vrai qu'on a envie de les entendre, ces volontaires, quand ils reviennent ici. C'est certainement des très beaux porte-voix de tout ce qui se vit à Manille. Ouais. Donc cette équipe-là, voilà, tout le monde est au taquet, à fond pour des nouveaux projets? Oui, alors vous avez sûrement un peu entendu parler du futur projet qu'on appelle l'Iwanag, hein, qui veut dire lumière en tagalog. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi les épisodes précédents de la série l'Iwanag, on avait une ferme au nord de Manille. Donc on avait l'ambition de la délocaliser parce qu'elle était très petite au niveau surface et on voulait l'agrandir un petit peu pour que ça soit plus une vraie ferme, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, on avait d'autres besoins, toujours le camp d'été, chercher tous les ans un endroit pour accueillir 500 gamins, c'était compliqué. Et puis on avait aussi l'ambition de se dire, il nous manque une pièce à l'édifice de la fondation Anak TNK, qui était la dernière étape, qui est de permettre aux enfants de trouver une vraie formation et un travail. Et donc on s'est dit, mais on peut faire d'une pierre 3, 4, 5 coups. Donc on a trouvé un terrain au bord de la mer au sud de Manille. Donc aujourd'hui, à peu près à 5-6 heures de route, mais dans 2, 3 ans, il y aura l'autoroute, donc on sera plus qu'à 3 heures de route. C'est tout à fait raisonnable pour la vie aux Philippines. Et donc ce terrain de 11 hectares va nous permettre, il nous a déjà permis de transférer la ferme. Donc on va pouvoir déjà commencer à établir la ferme avec beaucoup plus de surface de culture. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est la première phase du projet. La deuxième phase du projet, c'est sur ce terrain de 11 hectares, de pouvoir créer le centre d'accueil du camp d'été. Donc, on n'est plus tous les ans à rechercher un nouveau lieu, parce que c'est toujours la galère, et de le formater avec nos besoins. Donc, ça, c'est bien. Ce centre d'accueil pourra aussi permettre d'accueillir des séminaires internes de la Fondation, donc des staffs, mais aussi de le proposer à d'autres entreprises ou d'autres ONG qui ont besoin de faire ce type de séminaire. Donc, ça, c'est un autre projet. Et puis derrière, le gros projet qui va derrière, c'est cette dernière étape justement de formation professionnelle. On va faire une école de formation au métier du tourisme. Donc, métier du tourisme, c'est restauration, c'est les hôtels. Donc, dans un hôtel, c'est plein de métiers, hein. C'est celui qui fait le ménage, c'est celui qui fait l'entretien, celui qui fait la réparation, c'est celui qui est aussi à l'accueil, c'est celui qui est aussi dans le restaurant. Donc, tous ces métiers, qu'on va essayer de créer une école de formation pour préparer des jeunes à tous ces métiers. Donc, des jeunes issus de la rue qu'on a dans les centres, mais aussi des jeunes des bidonvilles, par exemple. Et puis, qui dit formation dit derrière de l'application. Donc, on envisage de créer un hôtel d'application pour justement les mettre le pied à l'étrier sur toutes ces typologies de métiers avant de s'envoler vers leur propre entreprise plus tard. Et puis derrière aussi, et ça c'est une ambition qu'on a depuis pas mal d'années, de permettre à certains de nos grands enfants handicapés qui sont devenus des adultes de venir travailler dans cet hôtel. Et donc, ce ne serait pas un café joyeux, mais ce serait un hôtel et restaurant joyeux. Et donc, ça, c'est l'autre cinquième dernière facette du projet. Donc, c'est à la fois ambitieux parce que vous voyez que ça paraît un peu fou. C'est raisonné aussi parce que ça répond aussi à un vrai besoin. Donc, on ne le fait pas pour le plaisir de faire un gros projet. Ça répond à un vrai besoin. Et donc, c'est quelque chose qu'on va faire sur la durée et qu'on espère bien mener. Donc la prochaine conférence d'Anak sera à Moulanaï, dans le resort, avec le café joyeux et toutes les équipes. Exactement. Effectivement, c'est un très gros projet, un très beau projet. C'est plein de défis. C'est quoi, selon toi, les plus gros défis auxquels il faut faire face là? Alors, il y a 3 défis, hein. Il y a un défi évidemment financier, hein. C'est la première chose auquel on pense quand on lance ces gros projets et on ne le sous-estime pas. Le défi de planification, comment faire ça dans les temps pour ne pas se brûler les ailes. Et puis le défi humain. Et vous vous douterez que pour moi, le plus grand défi, c'est celui humain. Financier, ça tient qu'à nous tous qui sommes réunis ici de mobiliser les troupes pour trouver les finances pour développer ce type de projet. Donc j'ai bon espoir. Alors je ne vais pas faire du plagiat de Mathieu avec l'histoire de Providence, mais on a eu déjà quelques bons petits signes de Providence quand même. Tu es au courant, Anne-Céline, sur certains donateurs qui vont bien nous aider sur ce projet. Donc le financier, il ne faut jamais le sous-estimer parce qu'il paraît que la Providence, il faut l'aider quand même. Donc on ne va jamais oublier ça.
La planification, il faut être raisonné et raisonnable sur la planification, pas vouloir faire tout en même temps et savoir le phaser. Donc la première phase, c'est vraiment travailler sur la ferme d'abord et travailler sur l'aspect quantité qui, lui, paraît plus raisonnable à réaliser et puis surtout qu'il y a un besoin qu'on a bien identifié, bien cartographié. Donc on sait de ce dont on a besoin. Et puis après, il faudra prendre le temps pour planifier le reste, l'école d'application, l'école et puis le ressort d'application et ainsi de suite. Et puis, le dernier défi, c'est surtout humain, évidemment, parce que ni Mathieu, ni Charles, ni Élise sont des formateurs de cuisine, de restaurant. Ils ne sont pas architectes, ils ne sont pas conducteurs de travaux. Et donc, il faut se faire accompagner. Alors, on se fait accompagner avec des architectes, justement, bénévoles, qui nous aident. Mais il va falloir qu'on se fasse accompagner par des conducteurs de travaux, par des gens qui sont spécialistes de la formation sur ces différents métiers. Et puis aussi par des gens qui ont déjà fait ce genre de projet. Donc, on est en contact, qui sont allés visiter au Cambodge un projet identique pour récupérer de l'information et trouver les bonnes pratiques et éviter les pièges. Et donc, on essaye de collecter toutes les compétences et on est en train de monter avec Anne-Céline, Charles, Élise et Mathieu un groupe projet qui permettra de voir déjà identifier les compétences nécessaires, essayer de les trouver et essayer de les envoyer à Manille quand nécessaire. Donc, on recherche aussi quelques volontaires bien spécifiques pour accompagner ce projet. Donc, on est conscient de l'ambition, on est conscient des difficultés, mais on a envie et on est conscient que ça va fonctionner parce qu'on va se donner les moyens sur tous ces trois enjeux. Voilà. Et puis la Providence va veiller, donc il n'y aura pas de souci. Euh, c'est effectivement un très grand projet qui peut donner un peu le vertige parce qu'en plus, c'est pas tout à fait voilà, le cœur d'action ou de métier d'Anact TNK pour l'instant. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres projets fous comme ça dans les 10 prochaines années ou est-ce qu'on va s'arrêter à un moment Alors, d'autres projets fous, alors on n'est jamais complètement à l'abri, mais on va être quand même un peu raisonnable. J'avais même pensé à un projet qu'on a évoqué avec l'enfant du Mekong et qu'on va laisser de côté pour l'instant, donc ça veut dire qu'on est raisonnable. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Mathieu il y a 8 ans, 8-9 ans. On s'était dit, quand est-ce qu'on s'arrête au niveau du nombre de centres, par exemple? Et à l'époque, je me souviens, on s'était dit, quand il y aura 5 centres enfants des rues garçons et 5 centres enfants des rues filles, on pense que ce serait un peu le taquet pour pas aller plus loin, pour garder l'esprit familial, pour garder le niveau d'investissement de chacun. Et puis, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 7 et 6. Et on a eu d'autres projets en parallèle, les anciens et tout ça. Et parce qu'en fait, en parallèle, on a structuré la fondation, on a structuré l'organisation, on a structuré la méthodologie. On a une expertise, et d'ailleurs, le ministère des Affaires sociales nous cite toujours en exemple et trouve qu'on est certainement les plus gros experts de ces domaines-là aux Philippines. On est d'ailleurs la plus grosse ONG sur ce thème-là. Et donc, on s'est tellement bien structuré qu'on se permet d'aller plus loin. On ne l'aurait pas fait si on avait vu que ça pouvait mettre en danger quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, on est toujours très attentif au fait que l'ajout d'un programme, l'ajout d'un centre ne dégrade pas l'existant. Ça, c'est hyper important et je dis souvent aux donateurs qui nous disent ah, je voudrais bien avoir un nouveau projet à subventionner. On leur dit oui, mais n'oubliez pas que d'abord, la première responsabilité qu'on a, c'est de faire tourner ce qui existe déjà et de faire tourner de la même qualité. Donc pour nous, c'est toujours très, très important de jamais aller au-delà de ce qui pourrait mettre en péril ce qui existe déjà. Donc, on fait attention et on fait ça pas à pas et de manière les plus raisonnée possible. Super, merci Pascal et Mireille. Et puis, on peut aussi, voilà, on vous donnera des nouvelles de ce grand projet Liwanag. On peut imaginer qu'on ferait un webinaire spécial dessus. Voilà, au fur et à mesure des étapes, c'est évidemment un projet qui va occuper beaucoup l'association pendant les 5 prochaines années. Donc, on vous tiendra bien sûr au courant. Merci beaucoup Pascal et Mireille pour voilà, ce partage, cet échange. Je propose qu'on passe aux questions, aux questions. Si vous en avez, vous pouvez ouvrir votre micro. Et puis voilà, on peut se prendre un petit temps de questions-réponses avant de se quitter. Je vois Geneviève déjà. Oui, moi, je n'ai pas compris la différence entre. Donc, il y a TNK et Anact TNK. Tu peux repréciser? Parce qu'en fait, Très moi, bonne je pense. question, Geneviève. Comment? C'est très bonne question. Alors, il y a deux structures. À Manille, ça s'appelle TNK. Et les documents juridiques de l'association à Manille, ça s'appelle TNK, donc Tulang Nangka Bataan. Et c'est une structure de droit philippin. Elle est validée par le ministère des Affaires sociales philippin.
Ok. Donc, elle est complètement philippine. Elle a d'ailleurs son propre conseil d'administration, elle a d'ailleurs son propre président, que vous ne connaissez pas spécialement, mais c'est vraiment une structure philippine. Parce qu'aux Philippines, il n'y a que ce type de structure qui a le droit d'opérer et d'avoir des enfants dans ces centres et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose. Et nous, on a un ACTENCA qu'on a créé et qui est l'association en France qui permet de subventionner ce qui est fait à Manille. Et on a ce qu'on appelle une convention de coopération entre un ACTENCA et TNK, parce qu'en France, vous savez qu'on a le droit à la déduction fiscale. Mais le gouvernement et le fisc nous dit, OK, vous donnez la déduction fiscale, mais pour quelque chose qui est à Manille. Donc, prouvez-nous que vous êtes en mesure de décider ce qui va se faire à Manille. Donc, cette convention de coopération, et on est très, très à cheval là-dessus, montre que l'on est en permanence en lien avec la structure à Manille pour dire, bah, quand vous achetez une maison, c'est nous qui décidons parfois avec vous. Quand on ouvre un programme, ils nous font une demande d'ouverture de programme et on valide l'ouverture de programme pour qu'ils voient qu'on a les mains sur le guidon aussi pour pouvoir justifier la déduction fiscale. En revanche, et ça c'est important de vous le dire, continuez à ne parler que d'ANAC TNK parce que pour les donateurs, c'est trop compliqué de savoir qu'il y a deux structures. Nous, on travaille main dans la main. Donc, en termes de communication, on ne parle que d'ANAC TNK. Voilà. Mais pour vous qui êtes des experts de l'association maintenant, sachez qu'il y a ces deux structures et que si on vous pose la question, parce qu'on peut vous la poser, vous pouvez l'expliquer. Mais quand on communique, on parle de la fondation ANAC TNK, que ce soit la France ou Manille. Ouais. Ok. Et je voulais aussi savoir qui sont les volontaires qui sont dans les bidonvilles. Ce sont des Philippins que vous recrutez? C'est des gens qui viennent d'eux-mêmes? C'est qui? Et combien de temps ils sont? Alors, ce sont des personnes. Alors, ce sont donc, ce qu'on appelle les community workers. Ce sont des volontaires que l'on recrute. En fait, il y a des employés fixes sur les programmes de bidonville. On a 6-7 employés fixes qui font une analyse des bidonvilles déjà pour trouver les zones où il faut travailler et qui font le recrutement de ces mamans, parce que c'est que des mamans, c'est exceptionnellement peut-être un homme, qui font le recrutement de ces mamans, qui sont souvent des mamans qui ont aussi des besoins forts sur le bidonville et qui vont avoir un impact aussi sur la vie sociale du bidonville. Donc, c'est un véritable recrutement et qui va permettre à la fois de les former sur des métiers de nutrition, des métiers d'école, maîtresse d'école, hein, ou des métiers de premiers soins. Et donc, c'est elles qui vont réaliser ensuite, qui vont tenir les centres sous la supervision des quelques employés. Hein. Mais je crois qu'on est à 60 mamans volontaires ou une cinquantaine de mamans volontaires pour 4, 5, 6 employés. Et donc, ces mamans, après, vont essaimer des bonnes pratiques de soins, des bonnes pratiques d'hygiène, et ainsi de suite. Et ça crée vraiment un tissu social sur le bidonville. Donc, c'est vraiment aider sans assister. C'est-à-dire qu'on estime que ça va permettre de générer une meilleure vie dans le bidonville grâce à cet impact des mamans qui elles-mêmes vivent dans le bidonville. Et on a quelques belles histoires. Hein. On a des mamans qu'on a recrutées il y a 15-20 ans qui sont maintenant responsables de centres dans les centres enfants des rues ou qui sont même encore avec des postes plus importants dans la fondation. Donc, vous on les a payez, vraiment des perles elles qui sont sont payées? retrouvées. Alors, elle touche une indemnité. En fait, elle touche une indemnité quand elles sont dans le bidonville. Voilà. D'accord, ok. Il y a Séverine qui demande s'il y a beaucoup d'anciens enfants de la fondation parmi les staffs. Alors, il y en a. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui est éducateur des rues. Il y en a un qui est professeur. Donc, Alex Risto, qui est, lui, moi, je me rappelle bien, parce qu'à chaque fois, on se raconte avec Mathieu comment on l'a trouvé dans la rue en 98. C'était un petit bout de chou de 7-8 ans. Et donc, Alex Risto est maintenant professeur. Il gère l'école donc, qui est dans le centre d'accueil, au centre de formation, au centre d'accueil des enfants des rues. Et donc, lui, c'est une belle histoire, puisqu'il est marié aussi avec une employée de la fondation. Ils vont avoir un bébé dans 2-3 mois. Non, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, d'accord. Donc, oui, il y en a quelques-uns comme ça qui sont des anciens de la fondation, qui sont dans la fondation. Et puis, et ça, c'est toujours un plaisir immense pour nous, c'est quand on va à Manille, il y a plein d'anciens qui viennent nous voir, que moi j'ai connu, que Mireille a connu il y a 20, 25 ans. Et donc, on a toujours la tournée des anciens qui passent et qui passent avec notamment leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris, suivant qu'ils sont garçons ou filles. Et franchement, un des trucs qui est le plus touchant,
c'est quand on voit ces gamins qui ont été enfants des rues avec toutes les histoires qu'on connaît de chacun et qu'on les voit avec leurs enfants, avec l'attachement qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour leurs enfants et l'amour que leurs enfants leur portent, là on se dit, on a fait le job. Parce que je crois que c'est le plus belle des récompenses. On dit toujours en France, quand il y a des abus sur les enfants, et Dieu sait que nos enfants des rues ont été abusés, souvent quand ils deviennent adultes, ils renouvellent, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Mais là, c'est tout le contraire, quoi. Ils reproduisent l'amour qu'on leur a enseigné dans la fondation. Et ça nous prouve vraiment à chaque fois qu'on s'est trompé d'ADN et qu'on travaille exactement sur la bonne chose, qui n'est pas un t-shirt, qui n'est pas un toit, qui n'est pas de la nourriture, mais de l'amour et de la reconstruction, quoi. Et justement, sur ce sujet, vous invitez à aller revoir le replay de la conférence de l'abbé Mathieu, Espérance et Résilience, où il parle vraiment de ces sujets très en profondeur et en expliquant vraiment, en allant vraiment loin dans toutes ces questions-là, qui sont exactement les questions que tu évoques, Pascal. Et donc, le replay est sur la chaîne YouTube d'Anact TNK. Donc, je vous invite à y aller et à le partager à tous ceux que vous aimeriez faire, à qui vous aimeriez faire découvrir. Ouais. Je peux encore poser une question. Je veux savoir, mais je ne sais pas si c'est peut-être trop privé, trop personnel. Charles et Élise, ils sont là depuis combien de temps à Manille? Et c'est un engagement à vie? Enfin, c'est peut-être personnel. Oui, alors, Charles et Élise sont venus la première fois, ils sont venus pour 2 ans, ils s'occupaient de la ferme. C'est eux qui ont monté la ferme au nord de Manille. Donc ça, c'était entre 2009 et 2011, grosso modo. Et après, ils sont revenus en 2015 ou 2016, et c'est un engagement à vie. Ils ont vraiment décidé c'est pour ça que je parlais de sacerdoce, hein. Donc eux, c'est leur sacerdoce de couple. Ils ont vraiment fait ce choix de se dire, notre vie, elle est là-bas pour être dédiée aux enfants. C'est vrai que c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça magnifique, hein. C'est magique, hein, d'avoir cet engagement et surtout qu'ils le vivent de manière aussi belle, quoi. Donc ça, c'est génial, quoi. Donc, prochain webinaire à venir, témoignage de Charles et Élise sur cet engagement à vie et les fruits que ça peut porter dans leur couple. Voilà. Merci beaucoup, Mireille et Pascal. On arrive à la fin là, de cet échange. Je vous laisse le petit mot de la fin. Est-ce que vous avez envie de nous dire une dernière chose avant qu'on se quitte? D'abord, on va vous souhaiter nos vœux à tous, hein, parce que c'est presque encore le temps de vous souhaiter une très belle année à tout le monde. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, le message principal que j'ai envie de vous passer, c'est souvent celui que j'essaye de passer depuis pas mal d'années, c'est que on a de la chance. On a de la chance de vivre cette aventure avec Anact TNK. Nous, c'est depuis 25 ans. Beaucoup d'entre vous, c'est depuis très longtemps. Et je crois qu'il faut qu'on prenne vraiment ça comme une chance extraordinaire qui nous nourrit. Enfin, moi, ça a changé ma vie, ça a changé notre vie et je pense que ça change la vôtre. Donc ça, c'est la première chose. Donc, continuons parce que, comme on dit, c'est classique de dire ça et c'est galvaudé, hein, on reçoit plus que l'on donne. Je sais en revanche que c'est pas simple parce que vous êtes loin, vous n'êtes pas auprès des enfants. Donc vous, les membres, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Alors, il faut planifier tout ça évidemment, mais c'est important d'aller se ressourcer là-bas et d'aller comprendre la vie du terrain. L'autre message, c'est évidemment, il y a beaucoup d'enjeux, hein, vous le voyez, et que on ne peut pas se permettre de baisser les bras parce que les enjeux sont grands, les enfants sont là, les enfants handicapés seront là toute la vie. Donc, il faut qu'on soit à leur côté et que chacun à votre manière, je sais qu'il y a souvent des moments un peu de déception, de frustration, mais chacun à votre manière, vous avez déjà un talent et vous avez le talent de raconter ce que vous ressentez. Et souvent, on me dit oui, mais moi, je ne suis pas allé à Manille, je ne sais pas en parler, tout ça. Si, vous êtes là, c'est parce que vous aimez ces enfants, parce que vous savez ce dont ils ont besoin et vous avez votre propre talent. Et auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès de vos collègues, vous avez ce talent de leur raconter l'histoire. Et n'oublions jamais ça parce qu'on pourrait se penser qu'il n'y a que Mathieu, Charles et Élise qui peuvent faire des grandes conférences. Mais non, le contact de proximité, c'est ce qui nous a permis de créer Anact TNK. Et on a grandi grâce à ça. Alors effectivement, les grandes conférences, c'est important, mais chacun d'entre vous avait un rôle à jouer, chacun à son périmètre, chacun avec son talent, et Dieu sait que la diversité et l'intelligence collective a de beaux fruits. Donc je compte sur vous pour avoir confiance en vous, et puis mettre à profit tout ce que
vous nourrissez de ces enfants, tout l'amour que vous leur portez et tout ce qu'ils vous donnent pour le faire partager autour de vous. Et je vous assure que ça donnera les plus beaux résultats pour le bienfait des enfants et pour les projets à venir. Merci Merci à tout le beaucoup. monde. Merci Mer- beaucoup. Ouais, merci à chacun et merci Mireille pour cet engagement. Merci à chacun parce que vous êtes aussi tous les membres très engagés et donnez beaucoup de votre temps. Merci. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao, au revoir. Ciao. Alors, on est à là.